Bon, on va déjà décrire les 4 phases avant que je t'explique le problème que je vois. Donc la première phase du malaise pour le partenaire, c'est une forme de confusion. C'est ce qu'on nous rapporte beaucoup. Voilà. Donc quelque chose ne va pas, mais c'est impossible à identifier. C'est ça. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, chez les partenaires, en général, c'est l'auto-attribution. Ça veut dire, le partenaire commence à se demander si c'est pas lui qui est-ce que c'est pas moi qui demande trop, en fait, finalement. La troisième phase, et c'est la phase où ça devient dangereux, c'est la normalisation. C'est-à-dire, en fait, le partenaire pense peut-être que c'est comme ça la relation. Il se dit pas, mais il y a un problème, c'est pas une relation, ça, c'est un lien. Oui, disons la normalisation, ça, c'est plutôt au forcing, quoi. C'est-à-dire, en fait, soit je normalise une relation asymétrique. C'est ça. Et sinon, l'histoire est terminée. L'histoire est terminée. J'ai pas envie que ça se termine. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc la quatrième phase, finalement, chez ceux qui acceptent ça, c'est la résignation, c'est l'acceptation de la symétrie. L'acceptation totale. Et donc là, effectivement, c'est important de le dire ici, hein, pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là. Donc on se désaxe de plus en plus de soi-même. Oui. Et de ses valeurs, de nos propres valeurs. Mais surtout que c'est pas une relation, en fait. Non, mais c'est important de dire ça. C'est qu'au bout d'un moment, quand on s'est complètement écarté de nos propres attentes, de nos propres valeurs, de tout ce qui fait de ce que nous sommes, au bout d'un moment, on est condamné à devoir vivre comme un malheureux ou une malheureuse. C'est-à-dire, je n'existe plus en tant que sujet, mais je suis complètement traîné dans... Je deviens une serpillière, finalement. Je deviens, une sorte de serpillière. Mais il y a un problème, et ici, j'ai pas envie de jouer à l'avocat du diable, même si j'aime ça. Regarde, il y a une étude de 2013, qui est pourtant une grosse étude, hein, Spillman et compagnie, Stanley, Rhodes, Markman en 2006. Écoute bien. C'est une étude sur le flou relationnel stratégique. C'est une ambiguïté fonctionnelle. Les évitants maintiennent volontairement des zones d'ambiguïté. Ils retardent systématiquement les définitions claires de la relation. Ils évitent les engagements explicites, même quand le partenaire le demande. Leur relation progresse par inertie, plutôt que par décision consciente. Tout à fait. Cette ambiguïté sert de stratégie de régulation émotionnelle pour maintenir l'hyperindépendance. Donc l'impact mesuré sur le partenaire, c'est de la confusion, de l'anxiété, la rumination chronique, l'impossibilité de se situer dans la relation. Dans quoi je suis moi ici? En fait, finalement, c'est ce que beaucoup de partenaires rapportent. Et la conclusion empirique de l'étude, ce flou n'est pas accidentel. Il protège l'évitant de la responsabilité de la perte de contrôle. C'est du contrôle par inertie. Oui, donc quand on parle ici d'hyper-indépendance, c'est quand même important de préciser que l'hyper-indépendance, il y a un pendant à cela. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans cette hyper-indépendance, dans cette prise de distance, à partir du moment où je suis poursuivi d'une certaine manière. Oui, c'est ça. C'est important, ça. Bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que lorsque je ne suis plus poursuivi, cette hyper-indépendance ressemble drôlement à de la solitude et à du vide. Ce qui rend en réalité l'hyper-indépendance attractive pour l'évitant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui tire sur une corde. C'est ça. Voilà. S'il n'y a plus personne qui tire sur la corde, en fait, mon hyper-indépendance ne me sert plus à rien. Parce que si je vise l'autopréservation, je le fais forcément par rapport à des attaques externes. Mais s'il n'y a plus personne qui m'attaque, mes protections, en fait, s'effondrent. Pas besoin de se protéger. De quoi? Oui, c'est ça. Ça n'existe pas. Donc, en fait, je me retourne, il n'y a plus personne. Ça me sert à quoi, en fait, cette hyper-indépendance? Donc, elle n'est plus aussi attractive que ça. Et puis, surtout, si les défenses baissent, à ce moment-là, je peux reconsidérer mon partenaire ou ma partenaire en regardant à travers non plus le prisme de la peur, de ce côté comme ça, autopréservation, mais plutôt en étant beaucoup plus tranquillisé. À ce moment-là, je peux à nouveau regarder, pas avec le prisme de la peur. Sauf que ce que tu dis, on va dire, implique de ne pas activer l'évitant, et pas impliquer l'évitant veut dire ne pas être en relation. Oui. C'est important parce que, si tu veux, il y a quand même un discours je parle maintenant du fonctionnement ici de l'évitant, de dire, voilà, il y a une comment dire, une interaction entre l'évitant
un jeu quelque part entre l'évitant et son partenaire qui fait que l'évitant peut continuer à se comporter de la sorte parce que l'évitant continue à jouer. Ou l'évitant, pardon, le partenaire continue à jouer. Si le partenaire arrête de jouer, c'est la fin de la partie. C'est la fin de la relation aussi, dans une certaine mesure. C'est la fin de la relation, bien sûr. C'est ça. Mais c'est la fin de la partie. Oui, c'est ça. C'est la fin de la partie, effectivement, mais encore faut-il que, en tout cas, c'est ce qui pose problème, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle les zones d'ambiguïté et le flou relationnel sont quand même présents, c'est que pour l'évitant, il y a quand même une volonté d'obtenir cette chaleur relationnelle. C'est-à-dire, en fait, il veut de la chaleur relationnelle, mais il veut en même temps intégrer cela à son architecture psychologique qui, elle, ne veut pas des conséquences de la relation. C'est-à-dire, en fait, elle veut les bons côtés de la relation sans les effets secondaires de la relation. Oui, mais parce qu'il a vécu ça depuis qu'il est petit. Oui, j'ai compris. Il est en lien avec ses parents. Les conséquences, c'est quoi? Valorisation des parents. Regardez comment mon petit, il est, ou ma petite, comment on dirait, hyper indépendante, elle réussit bien, elle sait tout gérer, elle sait faire à manger, elle sait faire ou il sait faire à manger très tôt. Oui, donc, c'est valorisé, ça, par les parents. C'est ça. Donc, en fait, dans cette relation qui n'en est pas une, eh ben, tous les comportements de l'évitant seront valorisés. Et le voilà qu'il essaie de transposer exactement la même chose dans sa relation amoureuse, et là, c'est plus du tout valorisé. Oui, c'est ça. En fait, les parents n'avaient pas besoin de cette relation comme le partenaire de l'évitant en aura besoin plus tard. C'est pas le même type de relation qu'un parent recherche avec ses enfants. Oui, tout à fait. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'en relation, c'est quand même différent, parce que là, il y a deux sujets qui ont des besoins. C'est pas la même chose qu'une relation. Il n'est pas habitué à ça. ça. Alors que l'anxieux ou le sécure, il va être beaucoup plus propice à se retrouver dans des types, dans des sortes de relations où on va pouvoir interagir de manière beaucoup plus vivante, émotionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est... Entre les parents et les petits anxieux ou les petits sécures. Oui, mais c'est une des différences fondamentales entre le traitement en fait de l'évitement et de l'anxiété. Certains, à tort, pensent que c'est deux insécurités, mais elles ne sont pas du même ordre. C'est-à-dire qu'en fait, une insécurité de l'anxieux, finalement, requiert une forme de régulation de son rapport à la relation. Mais le rapport à la relation existe en tant que tel. Il faut la réguler. Chez l'évitant, il faut carrément lui réapprendre la fonction de la relation. Moi, je dirais un truc un peu différent. Je vais dire qu'il y a une régulation dans les deux sens, sauf que la régulation pour, par exemple, la personne anxieuse ou même sécure, ça passe par une interaction avec l'autre. On se régule avec l'autre. C'est ça. Pas pour l'évitant. L'évitant, il n'a pas appris ça. C'est ça. Tout est en circuit fermé. Tout est en circuit fermé. Donc, lui, il n'y a pas besoin de ça. Donc, on est vraiment dans deux manières de procéder qui sont deux procédés complètement différents. Oui, d'où la difficulté, on va dire, du traitement de l'évitement qui requiert peut-être un réapprentissage de la fonction de la relation, puisque chez lui, c'est confondu avec le lien. Pour lui, c'est ça la relation. C'est ça, voilà. La relation, c'est le lien. C'est ce qu'il a appris dès son plus jeune âge. Il ne comprend pas pourquoi plus tard on le rejette à cause de ça. Il ne comprend pas. Mais j'ai quand même une question par rapport à ça, Arnaud, et je rapporte cela de beaucoup de discussions que j'ai pu avoir avec des évitants dédaigneux, c'est quand tu leur rappelles finalement qu'une amitié amoureuse ou alors une sorte d'intimité sans implication est finalement la forme relationnelle la plus adéquate sans implication du partenaire et où le partenaire ne s'engage pas non plus et où le partenaire met la relation aussi dans une certaine mesure dans une zone périphérique, c'est-à-dire que la relation n'est pas prioritaire pour le partenaire, c'est pas ce qu'ils aiment en fait. En fait, ce n'est pas compatible. En fait, c'est structurellement compatible finalement avec la légèreté de la dynamique relationnelle que l'évitant souhaiterait, mais c'est pas compatible avec la chaleur relationnelle qu'il voudrait. On est tout à fait d'accord. Et là, c'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe très problématique, en fait, puisque ça, inévitablement, fait tomber la dynamique relationnelle dans une forme d'unilatéralité. On est tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Si la personne évitante se retrouve avec quelqu'un de semblable ou de similaire, en général, ça se passera pas bien. Alors, ça se passera bien sur le plan de la colocation. Ça, évidemment, pas de problème. Mais certainement pas sur le plan amoureux, puisqu'il y aura pas d'étincelle, il y aura rien qui pourra, lier les deux. Il n'y a pas, en fait, si tu veux, suffisamment de colle. Et aussi, il ne sera pas à l'aise non plus avec des partenaires qui ne sont pas nécessairement évitants,
mais qui impose un cadre relationnel qui est un lien, clairement un lien, et nommé tel quel. C'est-à-dire, en fait, le flou relationnel, finalement, cette espèce de zone d'ambiguïté, est pas quelque chose qui leur déplaît. C'est-à-dire qu'il vaut mieux quelque chose qui n'est pas clair que quelque chose qui est clair et qui n'est pas de la chaleur relationnelle. Si tu viens et tu dis, voilà, moi, j'ai pas de chaleur relationnelle à te donner, on partage quelque chose, tu vis ta vie, je vis la mienne, tu vis chez toi, je vis chez moi, on se voit, on a peut-être une intimité, et voilà, fais ce que tu as à faire, moi ce que j'ai à faire. C'est pas ça qui les intéresse. Non, ils veulent la relation. Oui, Mais ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas être en relation. c'est intéressant, voilà, c'est ça. Donc c'est la Vraiment. capacité. Oui, c'est très problématique en fait. Voilà, mais ça s'explique par le fait qu'ils ont grandi d'une certaine manière. Mhm. Et la relation, effectivement, classique, que en général les sécures et les anxieux connaissent, évidemment qu'il y a toute une série de conséquences à ce type de relation. C'est qu'en fait, il faut être vulnérable, il faut partager, comment dire, faut partager nos besoins, il faut pouvoir se parler de nos besoins, il faut pouvoir s'ajuster. Pour pouvoir s'ajuster, il faut pouvoir être vulnérable d'une certaine manière, parce que pour reconnaître en fait que j'ai un besoin de ceci, cela, évidemment que ça me met dans une situation, non pas de quémandeur, mais dans une situation un peu plus faiblarde, quoi. Donc voilà. Mhm. Mais Vitan ne fonctionne pas comme ça. Il n'a pas appris ça. Il n'a déjà pas de besoin. Parce qu'il sait juste se conformer aux besoins, à ce qu'on attendait de lui. Donc évidemment qu'il en a, mais il ne les vit pas comme étant des besoins. C'est ça. Donc évidemment que ici il veut avoir cette relation parce qu'il se rend bien compte quand même que dans la relation il y a quelque chose de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus il y a un partage, il y a quelque chose qu'il ne connaît pas réellement. C'est ça. C'est ça. Mais en même temps, il se rend bien compte que c'est compliqué pour lui. En termes de capacité émotionnelle, c'est très compliqué. Oui, mais tant que ce problème-là n'est pas réglé à la racine, c'est compliqué, Arnaud. Hein. Oui, parce qu'il y a toute une série. En fait, ici le challenge c'est de faire prendre conscience à l'évitant de ce dans quoi il se trouve d'un point de vue sur le plan naturel, la manière dont il a grandi, qu'il prenne conscience de ça et puis qu'il puisse apprendre à savoir finalement comment est-ce qu'on grandit par exemple leur partenaire, par exemple si le partenaire est anxieux ou sécure, et que c'est une manière aussi de quelque part les déresponsabiliser d'un poids beaucoup trop lourd. Parce qu'au fond, quand on grandit d'une certaine manière, en fait, si on a la chance de grandir dans une famille où la relation est tout à fait acceptée, normale, on se sent en sécurité émotionnelle pour pouvoir être en quelque sorte vulnérable, s'exprimer, on sait qu'un non, c'est pas un désamour, etc., etc. On a cette chance-là, on grandit, pour nous, c'est normal. Mais on a eu cette possibilité, elle s'est présentée à nous. Tout à fait. C'est comme l'environnement qui fait que, voilà, c'est les gens qui sont nés dans tel ou tel autre type de famille. Pour l'évitant, lui faire comprendre ça, savoir qu'il y a déjà d'autres manières de grandir, parce qu'en général, on fait pas le lien en réalité entre la manière dont on crée pour l'évitant un lien à la place d'une relation, comment est-ce que ce lien s'élabore, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan pratico-pratique, et comment est-ce qu'une relation s'élabore. Il n'a pas appris ça. C'est ça. Mais alors c'est pour quelqu'un qui a grandi dans une famille classique et tout, pas de problème. Je peux parler de mes besoins tranquillement, c'est pas grave si tu n'es pas d'accord avec mes besoins. Je dis pas que c'est le même prix, mais disons que je suis beaucoup plus tranquille avec ça. Et je ne veux pas le vivre comme étant un reniement de ma propre personne ou une déchéance totale de qui je suis. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est que toi, en tant que... tu as beaucoup de casquettes, Arnaud, hein, je veux quand même les rappeler ici. Tu es psychologue clinicien, tu es thérapeute de couple, et tu as fait quand même ton travail sur l'évolution, je dirais, du couple et de la relation. Quelle est la signification finalement du couple aujourd'hui dans le monde moderne, voire maintenant postmoderne, et le couple traditionnel, c'était ton sujet d'étude. Donc, globalement, ces thèmes-là, tu les maîtrises très très bien, mais tu dois finalement réapprendre à l'évitant, dans une certaine mesure, c'est quoi la fonction d'une relation, à quoi ça sert en fait une relation. En fait, pourquoi est-ce qu'on est en relation? C'est quoi le but? Oui, mais pour ça, il faut d'abord qu'il puisse comprendre ce dans quoi il a grandi, parce que pour lui, il était en relation. C'est ça. C'est ça. C'est moi, extérieurement, qui dit après coup, en fait, c'est pas vraiment une relation, c'est un lien. Oui, mais tu es un des seuls psychologues que je connaisse personnellement
qui a développé cela. Hein. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la plupart des psychologues, en tout cas que moi j'entends, ils sont tellement centrés sur le sujet que finalement, l'idée même d'un cadre relationnel, bon, ma foi, c'est ce que tu désires, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes besoins, ok, mais indépendamment de l'individu, est-ce qu'il n'y a pas une structure au-dessus de lui et une définition je dirais, d'un cadre relationnel, parce que bon, un lien, des cadres relationnels qui s'apparentent à un lien et des cadres relationnels qui sont plutôt des relations, c'est pas du tout la même chose. Les attentes sont pas les mêmes, les besoins sont pas les mêmes, l'engagement n'est pas le même. Et donc, c'est comme si, à défaut, on va dire, d'entamer une discussion sur les structures des cadres relationnels, aujourd'hui, on est tellement concentré et focus sur le sujet, d'une manière très narcissique d'ailleurs, qu'on en oublie finalement ce que tu viens de dire ici, qui pour moi est fondamental, la distinction entre le lien et la relation. Parce que si tu te retrouves avec un partenaire qui, lui, cherche une relation dans le sens plein du terme, vis-à-vis de quelqu'un qui, finalement, est dans un lien relativement léger, ben, c'est normal qu'il va y avoir des problèmes, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'évitant va en fait combler, va combler l'écart en étant présent sur le don qui n'est pas un don émotionnel. Autre chose, des prestations de services. Exactement. Alors Arnaud, excuse-moi, vas-y. Non, il va faire tout ça, donc prestation de service et tout. Donc lui, il essaie de combler de cette manière-là. De l'autre côté, le sécure ou l'anxieux attend une relation, quelque chose qui se donne sur le plan relationnel. Or, sur le plan relationnel, pour l'évitant, ça veut dire vulnérabilité, hors de question. Ça touche directement à mon autopréservation. Vulnérabilité et surtout perte d'indépendance, en fait. Hein. C'est-à-dire, en fait, si à un moment donné, je deviens dépendant de cette personne, ben, il pourrait me faire mal, il pourrait me heurter, il pourrait me blesser. C'est ça, oui. C'est ça. Mais donc ici, je peux pas être vulnérable, je peux pas me permettre d'être vulnérable. Or, pour pouvoir donner sur le plan relationnel, il faut une vulnérabilité. Tout à fait. Alors, on va revenir au malaise, Arnaud. Il y a ce qu'on appelle, en fait, ça vient de l'anglais, en fait. C'est des mots qu'on a du mal à traduire en français, le gaslighting, qui est en fait une sorte d'enfumage. Enfumage, c'est-à-dire on inverse la réalité, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on fait douter de l'autre, on fait douter à l'autre, finalement, sa perception de la réalité, alors que la personne voit correctement. Il y a deux études, une de Overall et Simpson en 2015 et Bartholomew et Horowitz en 91, aussi deux références dans l'évitement. Et écoute bien ici, Arnaud, parce que ça va nous ouvrir encore une fois une porte pour la discussion. Les évitants utilisent souvent des messages verbaux rassurants, genre « je suis là ». Mais tout leur comportement montre l'inverse. Ça veut dire, en fait, c'est un peu comme si quelqu'un te dit « je t'aime », mais tu ne le sens pas du tout, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je suis là, mais en fait, la personne est complètement absente. Il est là sans être là. Et donc, le décalage qui existe ici entre ce qu'on appelle l'autodescription de l'évitant, donc indépendant mais en relation, et la description du partenaire, qui lui dit distant et non disponible, finalement. Partenaire voit de la distance et de la non-disponibilité, là où l'évitant voit de l'indépendance mais en relation. Tu vois ? C'est ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les partenaires ? Détresse accrue, confusion cognitive profonde, tout à fait. Doute sur son propre ressenti, comme on en a parlé, peut-être que c'est moi le problème. Okay. Et la conclusion empirique des deux études, le langage rassure pendant que le comportement se retire. Okay. Cette dissonance est plus déstabilisante qu'un retrait cohérent et explicite. Tout à fait. L'évitant et son partenaire ne vivent pas dans la même réalité relationnelle. Oui, parce que l'évitant veut vraiment ces deux choses-là. Il veut à la fois te garder, puisqu'en fait, il t'aime d'une certaine manière. Oui. Et à la fois, il ne peut pas t'avoir trop près de lui. Oui. Donc, et il voudrait que ces deux choses coexistent. Mais ici, il pense à lui. Parce que l'autopréservation, le but, c'est de penser à soi. C'est pas de préserver les autres. Donc, le partenaire se retrouve dans une situation où, en fait, on ne tient pas compte de lui, de ses propres besoins. Parce qu'au départ, en fait, l'évitant vise l'autopréservation. Oui, c'est ça. Donc, lui, il est vraiment focus sur son autopréservation. Focus. Moi, je me protège. Mais en même temps, il veut de toi. Et il veut ta présence, oui. Il veut ta chaleur. Mais oui. Mais donc, là, il pense à lui, dans cette situation-là. Il ne pense pas à l'impact que ça a sur la relation, ni sur l'autre, en fait. Pas du tout. C'est même pas ça. C'est, comment dire, pour ça, il faut élargir le plan, quelque part. Mais il ne pense pas du tout à ça. Et donc, ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi, en fait, tu ne joues pas le jeu. En fait, tu es incompatible avec moi. Ici, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où l'autre passe son temps à protester, passe son temps à essayer de comprendre... Ça, c'est la suite. C'est la suite. Mais dans ce cas-là, d'abord, il te regarde en te disant, mais
pourquoi tu veux pas être dans cette situation-là? Or, en te Mhm. mettant dans cette situation-là, en décidant pour toi du rôle que tu vas jouer Ouais. dans le type de relation que vous aurez ensemble, en fait, tu es objectisé à ce moment-là. C'est important ce que tu dis là, parce que c'est... Mais il ne se rend pas compte de ça. C'est important aussi. Il ne se rend pas compte de ça. Pour lui, c'est simplement, puisque je vise à m'auto-préserver, il faudrait que le pion blanc soit là, le noir soit ici, et ça m'irait bien. Je parle bien de pion, hein, pour dire en fait que les pions, en réalité, c'est un humain derrière. Mais si tu te retrouves de ce que je peux apprécier, c'est-à-dire que je peux supporter, alors à ce problème-là, alors à partir de ce moment-là, eh ben, je peux te tolérer. Et il pourrait se passer quelque chose entre nous. Mais si tu ne respectes pas ça, c'est-à-dire on s'en fout finalement de ce que tu veux ou tu veux pas. Ici, il s'agit la sécurité avant tout. Mhm. Je dois m'auto-préserver, donc du coup, c'est moi qui vais décider de ton positionnement vis-à-vis de moi. Toi, tu n'as strictement rien à dire parce que ça va que dans un sens. C'est ça. Et si tu as quelque chose à dire, on n'est pas compatible. On n'est pas compatible parce qu'en fait, tu vas à l'encontre, tu me confrontes, et on revient donc à l'enfance de l'étant, Mhm. tu me confrontes, donc il y a un désamour, tu me contestes, donc il y a un désamour, enfin bref, tu montres ta frustration, ça veut dire, comment on dit, que tu n'es pas à la hauteur de notre relation. C'est ça. Et ici, je ferai une petite parenthèse, Arnaud, parce que bon, tu es psychologue clinicien, donc ici, je parle sous ton autorité, sous ton contrôle. C'est une réflexion. Est-ce que finalement, la ligne de démarcation entre la toxicité d'une relation et son côté non toxique ne se situerait pas, du moins partiellement, sur l'objectisation du partenaire? C'est-à-dire, en fait, toute relation qui objectise le partenaire est une relation toxique, et toute interaction ou relation ou lien qui prend en compte le sujet en tant que sujet, à partir du moment où il y a un consentement mutuel éclairé, est plutôt sain. Alors, On pourrait dire cela? oui, de manière globale, on pourrait dire ça. Ok, d'accord. Après, en fait, pour qu'il n'y ait pas de violence, déjà sans parler même de toxicité, mais pour Mhm. que on se rend compte de fois finalement que lorsqu'on a deux sujets à part entière qui peuvent exprimer leurs besoins, échanger dans une atmosphère sécurisante, Mhm. ben, qu'en général, il n'y a pas de violence. Pour qu'il y ait violence, Tu parles ici de violence émotionnelle, de violence non physique, hein, mais toute forme de violence. toute En fait. forme de violence. C'est ça, ok. Mais pour qu'il y ait violence, il faut toujours qu'il y en ait un des deux qui soit objectisé. En fait, la violence vient à partir du moment où l'autre a été déshumanisé, a été objectisé. Objectisé, c'est déshumanisé. Bon, il y a toute une série de choses qui peuvent montrer que quelqu'un est déshumanisé, par exemple. Mais c'est ce qu'on fait pendant les guerres, hein. L'autre, l'ennemi, soit On fait ça. on l'objective, c'est-à-dire c'est soit un numéro, soit un sale ceci ou un sale cela. Et à ce moment-là, on peut donc, comment dire, le combattre. Ah, mais si c'est un sujet à part entière comme nous, c'est très compliqué. Tout à fait. Sauf que ici, ce sont des choses qui se font naturellement. Donc il y a des gens qui sont dans la manipulation pour objectiver l'autre, hein. Mhm. C'est le cas des pervers narcissiques, par exemple, ou des psychopathes aussi. Mais ici, dans le cas de l'évitant, il n'y a pas d'intention d'objectiver l'autre. C'est quand même important. Ça se fait structurellement sans intention, en Mais fait. oui, parce qu'on vit d'abord l'autopréservation. Donc je regarde plus, je fais plus attention à l'autre. Mais en même temps, en faisant plus attention à l'autre dans une relation, c'est problématique. C'est comme s'il n'existait pas. En fait, c'est comme si c'était un objet que je pouvais déplacer à ma guise, juste pour mon confort personnel, juste pour pas être activé, juste pour pas être englouti émotionnellement, intrusé. C'est vrai que, on va dire, dans la perspective psychologique où on essaye de comprendre l'attribution des comportements, c'est fondamental comme distinction et comme différence. Malheureusement, pour les partenaires, ben, tu sais, c'est un peu comme si, je sais pas moi, tu m'écrases en voiture sans faire exprès, tu me tues, ou tu m'écrases, tu avais l'intention de me tuer, à la fin, moi, je suis mort. En fait, c'est-à-dire que le partenaire, à la fin, il est mort. Que l'intention de l'autre soit de tuer ou non ne change rien au fait que le statut de l'autre, c'est la mort. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à fait correct de distinguer l'attribution, si tu veux, des comportements. Mais ici, moi, je vois plutôt ce qu'on appelle une toxicité indirecte.
C'est-à-dire, en fait, inévitablement, si on transforme le partenaire en objet, que ce soit conscient ou inconscient, ça pose un problème, quel que soit d'ailleurs le cadre Et relationnel. ça a de réelles conséquences. Ça a de réelles conséquences. Voilà, c'est C'est ça. même pas discutable, ça. Mais évidemment, on se retrouve devant un juge, le caractère Bien intentionnel. sûr, ça change tout. Bah, Oui, dans la culpabilité. Alors, dans ce malaise, Arnaud, je cite encore 2 études et j'aimerais t'entendre là-dessus. Étude de Finney, qui est une référence comme Mikulincer et Shaver, 2008, Davila et Kashi, qui sont moins connus, 2009. Et c'est quelque chose qui a été établi, qu'on a observé, c'est que les partenaires d'évitants initient davantage les conversations difficiles. Les partenaires de... Oui, tout à fait. D'accord. Ils portent la charge de réparation après les conflits. Toujours, effectivement. Ils s'adaptent plus souvent aux besoins de l'évitant. Oui, d'office. Donc les évitants se vivent comme non demandeurs, donc non responsables. Oui, il n'y a pas de responsabilité pour l'évitant parce que c'est pas quelque chose qu'il a vécu étant plus petit puisqu'il s'est jamais retrouvé face à ses propres responsabilités. Il n'y a pas de responsabilité, il fait tout à l'avance. C'est ça. Il fait tout à l'avance et il essaye de le faire bien. C'est ça. Donc il se retrouve pas devant l'exercice de la responsabilité. Bah oui. Mais ce qui mène en fait les partenaires dans une forme d'énervement patent, c'est-à-dire on est face à quelqu'un qui ni il est responsable, ni il veut se remettre en question. Oui, mais parce qu'en fait, depuis qu'il est petit, il n'a pas dû le faire. C'est ça. Puisqu'il mettait en place toute une série de choses pour jamais justement se retrouver à devoir se remettre en question ou devoir être rejeté ou quoi que ce soit. Il a toujours évité ça, c'est ça. C'est une de ses grandes peurs. Donc, il se retrouve plus tard avec son partenaire qui lui dit, mais quand même, tu pourrais reconnaître ceci ou cela. C'est pas possible. Ça n'existe pas, en fait. Alors, le problème, c'est que l'étude mesure l'impact sur le partenaire. Épuisement progressif. Oui, il y a un épuisement, effectivement. Sentiment d'injustice diffuse. Ah, clairement. Entre guillemets, si je ne fais rien, il ne se passe rien. Oui, mais ici, une fois de plus, Mali, il faut comprendre, et je sais que c'est difficile, et peut-être pour nos auditeurs aussi, ce sera très compliqué à comprendre et à admettre surtout, mais pour la majorité des évitants, ils n'ont pas la conscience de ça. Oui, tout à fait, oui, ils sont complètement... Mais c'est ce qui d'ailleurs est assez extraordinaire, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si toi, certainement, tu as eu cette expérience, puisque tu en as plein en thérapie, mais moi, quand j'essaye d'avoir des discussions un peu avec des gens extrêmement intelligents, d'ailleurs, ils sont brillants. C'est même pas des gens... on va dire, qui sont faibles intellectuellement. Ce sont des gens très construits, qui d'ailleurs ont une capacité d'analyse qui peut être extrêmement intéressante sur toute une série de sujets, dont même les sujets de couple, quand il ne s'agit pas d'eux. Mais quand il s'agit d'eux, mon Dieu, ça fera partie de la deuxième partie de l'émission, mais on en parlera de l'âge émotionnel. Mais c'est extraordinaire à quel point ils ne voient pas des choses évidentes, en fait. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas voir à l'intérieur d'eux-mêmes. En fait, c'est une chasse gardée, comme on dit. Il n'y a pas d'accès à ça. C'est ça. Je fais tout pour que cette chose-là à l'intérieur ne soit jamais confrontée. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, je grandis comme ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, je barricade de plus en plus. Et c'est quelque chose avec lequel je ne vais jamais pouvoir m'exercer. Donc cet appareil émotionnel va être atrophié, va rester à un âge, comment dire... Oui, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, c'est important. Donc en fait, la conclusion empirique de l'étude, Arnaud, le partenaire devient responsable de facto de la survie de la relation. Oui, mais attends, parce que, excuse-moi de te couper encore mal ici, mais quand tu parles de responsabilité, on ne peut pas faire... on est obligé de parler de la dimension, de cette dimension-là émotionnelle. Oui, bien sûr. En fait. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais on va en parler dans la deuxième partie. Mais en fait, donc le partenaire devient... C'est lui qui porte la relation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le partenaire devient... Finalement, tu vois, combien de partenaires d'évitants t'ont contacté pour te dire, est-ce que tu peux pas prendre en thérapie mon partenaire évitant? Mais je veux dire, c'est pas lui qui fait la démarche. C'est toujours le partenaire qui fait la démarche pour lui. D'ailleurs, ça marche beaucoup moins parce que il est moins motivé finalement pour se traiter. C'est toujours le partenaire qui doit essayer ou qui met en place des choses pour essayer de finalement soit de faire prendre conscience à l'évitant du problème. D'ailleurs, combien de gens nous ont contactés en disant « Est-ce que je peux partager vos vidéos avec mon évitant ?» J'écoute, s'il n'est pas prêt à entendre, ça fera l'effet de... Enfin, je veux dire, on va peut-être utiliser le terme, ça fera l'effet d'un exorcisme. C'est-à-dire que s'il n'est pas prêt à s'ouvrir,
et que tu lui fais entendre des choses comme cela, ça peut être extrêmement violent et confrontant pour eux. C'est-à-dire, ça peut même aller jusqu'à un énervement. Je veux rien entendre. Il faut jamais forcer les choses. Exactement. Tu vois. Mais c'est quand même important. Bon, alors Arnaud, ce malaise donc du partenaire vient donc, pour en revenir finalement à notre discussion, donc à ces paradoxes qui commencent petit à petit à se mettre en place, que le partenaire ne comprend pas. Et là, ces attitudes de protestation qui commencent à émerger. Mais que faire, Arnaud? C'est-à-dire, en fait, selon toi, est-ce que tu as des pistes à proposer aux partenaires d'Évitant qui vont très certainement se reconnaître dans la genèse qu'on vient de décrire et qui se retrouvent justement face à ces comportements paradoxaux? Parce qu'ici, on a développé quelque chose qui me semble fondamental, qui est finalement l'objectif de l'Évitant. Parce qu'en fait, finalement, quand quelqu'un est dans des paradoxes permanents, on se demande, mais pourquoi il fait tout ça? Ben, tu as très bien développé ça toi-même. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller regarder l'entrevue sur le confort psychologique. Ben, finalement, c'est ce que tu as appelé la préservation. Et c'est cette paix, donc c'est ce confort psychologique que l'Évitant cherche et qui, quelque part, met le partenaire dans une situation extrêmement compliquée. Parce que si à un moment donné, on doit aller dans la direction de cette paix ou de ce confort psychologique, finalement, ben, on n'est plus en relation. C'est-à-dire que les partenaires ils ne sont pas bien dans cette relation, ils ont un malaise. Il y a une antinomie. Voilà, il y a une antinomie. Oui, en fait, la relation, elle est faite pour avancer. Ce qu'on va voir souvent chez les Évitants, c'est que, à défaut de pouvoir avancer intérieurement, puisqu'ils ont décidé, pour justement toujours s'auto-préserver, de stagner, d'être dans la non-croissance, donc ils vont essayer de croître à l'extérieur. C'est ça. Être en croissance à l'extérieur. Donc, ils vont essayer de pouvoir atteindre des postes importants dans les organisations, dans les institutions, dans leur lieu de travail, tout ça. Ils vont essayer de faire beaucoup de choses qui permettent une sorte d'épanouissement, de réalisation de soi, mais principalement sur le plan externe, jamais sur le plan interne. Jamais sur le plan intérieur. Mais on va aborder cette question. Oui, mais donc là, c'est important de dire en fait qu'eux, ils comblent le truc comme ça. C'est ça. Mais alors, on se retrouve en relation, l'antinomie, elle se trouve où? C'est que la relation, elle est faite pour progresser. Elle n'est pas faite pour stagner, une relation. Et eux arrivent avec un modèle où on dit, au fond, je vais stagner parce que pour moi, la paix, je l'entends comme étant la stagnation et la non-croissance. On se regarde dans le blanc des yeux, on s'aime bien, et on est comme ça. 20 ans ont passé, on est toujours dans la même position et toujours dans le même truc. Voilà. On va parler de cette stagnation et cette non-croissance dans un instant, si tu veux bien. Donc Arnaud, tu parles de stagnation, d'autopréservation, qui se manifeste finalement par... on va dire, la manifestation concrète de cela, c'est je suis responsable de rien, j'ai pas à me remettre en question, parce que tout cela pourrait, quelque part, on va dire, compromettre mon édifice, compromettre mes mécanismes de défense, c'est ça? Oui, et surtout, ça s'écarte, en fait, du type de relation qu'ils ont pensé développer, enfin, qu'ils ont réellement développé avec leurs parents. Qui n'est pas une relation, je répète, qui pour moi est une sorte de lien. C'est un type de relation, si on peut dire que c'est un type de relation, mais une relation de type lien. Il n'y a pas vraiment d'engagement, on va pas toujours se répéter là-dessus. Mais donc c'est ça aussi, c'est que en fait, ce qui est rejeté ici pour eux, c'est leur conception même de la relation. C'est ça. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, ils vont dire on n'est pas compatible, t'es trop intense pour moi. C'est ça. Tu es beaucoup trop, rentre dedans. Mais parce qu'en fait, le rentre dedans et l'intensité, pour eux, c'est une sorte de désamour. En fait, si tu le fais, c'est parce que tu m'aimes pas vraiment. Et ils le comprennent réellement comme ça. C'est ça. Alors que j'essaie quand même d'expliquer très souvent qu'une réaction émotionnelle, même négative, est une preuve d'attachement. C'est important ce que tu dis là, oui. Sinon, c'est l'indifférence. Ah, c'est de la froideur, en fait, finalement. Et l'indifférence, c'est, c'est une non-relation. Il n'y a plus, même pas un lien. Alors, ici, Arnaud, il y a une étude sur la temporalité fragmentée. C'est une étude deux études, encore une fois, et par des sommités. C'est toujours Kirkpatrick, Hazan et Shaver. Bon, on n'a plus besoin de les présenter. Ils sont vraiment mondialement reconnus sur l'évitement. L'impossibilité de sécuriser le lien dans le temps. Je t'explique. Ce qui est établi dans l'étude, les évitants présentent des relations plus instables. Rupture soudaine sans préavis. Ils quittent souvent brutalement sans phase de transition.
Oui. Difficulté à maintenir une continuité émotionnelle dans le temps. Oui. Et qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce que l'étude dit? Finalement, l'impact mesuré sur le partenaire, insécurité chronique. Finalement, l'insécurité, elle est chez le partenaire. Oui. Parce que quand tu es face à quelqu'un qui a une telle instabilité, en fait... Oui, mais chez l'évitant aussi. Oui, bien sûr, chez lui aussi. Chez les deux. Imprévisibilité relationnelle. Je ne sais jamais si ça va durer, en fait. Finalement, ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain, ça. Tu vois, cette relation. Pour le partenaire ou pour le... Non, en fait, c'est l'impact mesuré sur le partenaire. En fait, le partenaire se retrouve sur le partenaire. Okay. Et donc, la conclusion empirique de l'étude, c'est la relation est vécue vraiment au jour le jour par l'évitant. Donc, l'évitant vit ça au jour le jour, sans construction cumulative. Oui. Sans construction cumulative. Le présent relationnel n'est jamais garant du futur. Exactement. La stagnation, c'est justement le refus de la dimension cumulative. C'est ça. Cumulative, c'est-à-dire qu'on acquiert des expériences ensemble, on avance ensemble, et ces choses-là vont évidemment transparaître lors de nos prochaines rencontres, ou qui vont simplement vont étoffer nos relations. Et en fait, l'évitant ne se retrouve jamais là-dedans. Parce qu'il a d'abord, son but, c'est l'autopréservation et donc la stagnation. La stagnation, il n'y a pas de croissance. Or, pour qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait cumulation. Cumulation d'expériences, une relation qui s'étoffe au fur et à mesure. Et elle s'étoffe au fur et à mesure avec des expériences émotionnelles qui sont incorporées. Mais ça n'existe jamais avec un évitant. Ça n'existe jamais parce que lui se protège de tout ça. Et pour lui, c'est ça être en relation. Donc, il y a une bataille qui se fait dans l'invisible entre l'évitant, finalement, qui veut imposer son game, hein, et l'anxieux qui veut imposer son game. Et en fait, le game de l'anxieux et du sécure, ce sont des games, on va dire, du cours naturel d'une relation qui va vers l'attachement. Alors, non, là, ça c'est pour l'anxieux. Oui, c'est ça, pour l'anxieux et le sécure, excuse-moi. Oui, pas pour l'évitant, c'est ça. Donc lui, il vient court-circuiter le processus. Lui, il est là avec son truc et il se dit, moi j'ai grandi comme ça s'est bien passé, d'ailleurs j'ai été valorisé, j'ai été félicité, je comprends pas pourquoi on le fait pas. Et puis ça me permet de fonctionner journalièrement, j'ai pas de problème. En fait, il a eu que de la valorisation lorsqu'il a fait ce qu'il pensait devoir faire, c'est-à-dire s'occuper des besoins des autres ou sous-entendre que voilà, ces besoins, il fallait y répondre d'une certaine manière. Ils le font aussi, pas uniquement dans la famille, ils le font aussi à l'extérieur. Donc ils sont avec des groupes d'amis, ils sont plutôt lisses, ils sont jamais contrariants, et donc il n'y a pas d'affirmation. Pour qu'il y ait une affirmation, Mali, pour qu'il y ait une affirmation, il faut qu'il y ait expression de besoin. C'est ça. Et chez eux... il n'y a pas d'affirmation de besoin, puisque le besoin, il pense réellement qu'il n'existe pas. C'est ça, on n'en a pas en fait. Or, si je dois être incarné dans quelque chose, c'est que j'ai bien une sorte de couleur d'étendard, hein, c'est-à-dire une manière d'être incarné. Et cette manière d'être incarné, ça veut dire que on peut voir effectivement ce que j'aime pas, et ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas besoin. C'est ça. Ici, j'ai deux petites études, Arnaud, que je vais te laisser commenter. Une sur la vulnérabilité qui n'est pas réciproque. C'est-à-dire ici, c'est une étude de Mikulunser et Shaver, encore eux, 2007, et une étude chinoise de Wei et compagnie en 2005. Qu'est-ce qui est établi dans les deux études? Les évitants inhibent systématiquement l'expression émotionnelle. Ils évitent activement la dépendance et intellectualisent leurs affects. Tout à fait. Ils contrôlent l'information partagée pour maintenir une image de force. Ils contrôlent l'information partagée. Oui. Ça veut dire, en fait, ils ne vont pas complètement se livrer sur toute une série de choses qui pourraient les faire paraître comme faibles. Donc, pour maintenir une image de force, l'évitement de la vulnérabilité est une défense, ici, contre quelque chose de défectueux, qu'ils pensent défectueux chez eux. C'est ce qu'on avait déjà évoqué. Donc, cette histoire de peut-être que je ne vais pas être aimé si je me divulgue complètement, en fait, finalement. Tu vois? Oui, puisqu'ils ont grandi comme ça. C'est ça. Ils ont grandi avec un amour conditionnel. C'est ça. Ils ont pensé conditionnel à leur égard. C'est ça. C'est parce que je fais tout ce que je dois faire que mes parents m'aiment. C'est ça.
Et si je ne le faisais pas, Je ne serais pas aimé. ben oui, clairement, C'est ça. Donc il y a une forme de voilà. Donc je serais pas digne d'amour en fait. je ne serais pas digne d'amour. C'est important ça. Leur partenaire s'expose davantage dans une ouverture unilatérale. Donc c'est plutôt les partenaires, si tu veux, qui s'ouvrent. Eux, ils contrôlent, si tu veux, quelque part l'ouverture. Oui. L'impact mesuré sur le partenaire, sentiment d'inégalité existentielle. Donc le partenaire dit je me livre, mais je n'entre jamais vraiment chez lui ou chez elle. Oui. Il ferme la porte en fait. Exactement. Conclusion empirique de l'étude, la vulnérabilité n'est pas réciproque. Cette asymétrie crée un déséquilibre de pouvoir structurel dans la relation. Tout à fait. Ok. Là, une autre étude, et c'est là où tu vas avoir beaucoup de choses à dire, la reconnaissance limitée de la souffrance. Donc en fait, les mécanismes de défense chez l'évitant sont tellement solides et ils sont pas malveillants. C'est vraiment des mécanismes de défense qui ont pour but, ce que tu as dit, l'autopréservation. Ils sont pas malveillants. Les études clés, Cassidy-Kobach 98, Mikulincer et compagnie 2001. Ce qui est établi, les évitants montrent une faible reconnaissance de la détresse relationnelle chez l'autre. En fait, ils voient pas en fait que l'autre est en détresse émotionnelle. Tu vois ? Tout à fait, non, il le Voilà. voit pas. Minimisation systématique des impacts émotionnels de leur comportement. Oui. Voilà. Cette minimisation est liée à une forme de peur de la dépendance et c'est une régulation défensive. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, eux, ils sont dans une logique de régulation défensive. Oui. En fait, ici, il y a un déplacement qui se fait par rapport à des choses que je peux faire factuellement, objectivement. C'est ça. Regardez, donc la prestation de service, par exemple. Je gère toute la maison, je travaille, je mets tout en place, je bricole. Donc tout ça, c'est quelque chose que je fais. Et moi, je déplace la dimension émotionnelle sur quelque chose de beaucoup plus factuel et pratico-pratique. Mhm. Et donc, je veux être récompensé par rapport à ça. C'est ça. Sauf qu'en faisant ça, je réponds pas à tes besoins à toi. Ou à Exactement. ton besoin à toi. À ton besoin à toi. Je réponds à mes propres besoins, une fois de plus. Mais c'est le... Et ici, c'est l'autopréservation. Oui, mais leur système de désactivation les empêche de reconnaître pleinement la souffrance chez le partenaire. Oui. Tu vois ? En fait, le mécanisme, il consiste à dire que finalement, s'ils reconnaissaient la souffrance, cette souffrance activerait une culpabilité, une dépendance. Ce sont des états intolérables, en fait, pour l'évitant. Exactement. Tu vois ? Donc, l'impact mesuré sur le partenaire, le sentiment profond que ma douleur n'existe même pas, en fait. C'est-à-dire, en fait, on s'en fiche de moi, quelque part. Tu vois, le partenaire ne se sent pas du tout pris en considération dans ce qu'il vit intérieurement. Tout à fait. Mais Tu vois la personne à l'attachement évitant ne s'en rend absolument pas compte. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ce que la conclusion dit. Hein. Ah ben, La conclusion empirique, l'absence de reconnaissance n'est pas de la malveillance, mais une défense psychique structurelle, pas un choix conscient. exactement. Et donc le nœud central, c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé, c'est la différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Tu vois ? C'est ça, c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'on a énormément d'études aussi qui vont dans ce sens-là. Fraley et Shaver 2000, Shaver et Mikulincer 2002, Brennan et Shaver 95. Qu'est-ce qui est établi ? Et c'est une découverte cruciale. Les évitants expriment un désir relationnel réel et authentique. Ils veulent vraiment. C'est pas qu'ils veulent pas. Oui, bah, Ils veulent vraiment. Mais ils montrent une incapacité physiologique et émotionnelle à soutenir l'intimité prolongée. exactement. L'activation automatique du système de défense lors de la proximité. Tout à fait. D'accord ? Cette activation est indépendante de la volonté consciente. Tout à fait. Les évitants veulent sincèrement ne pas faire souffrir. Ils sont pas là pour faire souffrir, en fait. Exactement. Voilà. C'est ce qui les distingue clairement Des PN. d'un narcissique. C'est ça. Oui. Mais leur système défensif les empêche d'agir selon ce désir. En fait, C'est ça. ils ont pas, si tu veux, leur mécanisme de défense est plus fort que ce désir de pas vouloir faire souffrir, C'est ça. en fait, finalement. Et les évitants déclarent vouloir des relations profondes, mais leur comportement montre un retrait systématique. Oui, parce qu'en fait, entre vouloir quelque chose de profond et savoir ce que c'est quelque chose de profond, il y a encore un monde. Hein. Exactement. Donc le piège pour le partenaire, ce qui est validé empiriquement, c'est que croire ou vouloir exprimer sans voir la limite de capacité. Et en fait, si tu veux, il voit pas la limite de capacité, il croit en fait au vouloir qui est exprimé, et donc le partenaire prend le désir pour une capacité et investit dans cette promesse. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est je te fais savoir que je veux, et ce je veux, c'est une sorte de baguette magique C'est ça. qui pourrait me faire aller dans les tréfonds de la profondeur de la capacité. Et c'est pas du tout le cas. Et justement, Arnaud, regarde la conclusion, parce que c'est une clé pour comprendre toute la dynamique évitante. Conclusion empirique fondamentale de ces deux études. Le désir est authentique, la capacité est limitée. Vouloir et pouvoir sont dissociés structurellement par le système défensif. Ce décalage n'est pas de l'hypocrisie, mais une incapacité
structurelle. C'est la clé pour comprendre toute la dynamique évitante. Tout à fait, c'est exactement ça, vouloir pouvoir tout le temps. C'est ça, exactement. Ils veulent, mais ils peuvent pas. C'est ça. Bon, je crois qu'on a brossé un tout petit peu ce tableau. Juste un point de conclusion que j'aimerais que tu me donnes, si tu veux, sur donc ce processus de malaise. Donc on tombe dans finalement ce que l'évitant cherche, au fond, ce confort psychologique. Qu'est-ce que le partenaire, parce qu'on n'a pas abordé cette question, qu'est-ce que le partenaire peut faire? Quelles sont les pistes que tu recommandes aux partenaires d'évitant au moment où tout ça se met en place, au moment où il y a cette confusion et au moment où l'évitant tend vers ce confort psychologique qui est très malaisant pour le partenaire? Qu'est-ce que tu leur conseilles? En général, c'est les partenaires avec leur évitant ou leur évitante, ce qui se passe très souvent, c'est que les deux en ont marre. Hein. On pense souvent aux partenaires qui en ont marre, mais l'évitant aussi en a marre. Ben oui, Il en a marre de se de faire... devoir discuter, de devoir Ben oui. parler, de devoir se justifier. On lui rentre tout le temps dedans, il comprend pas pourquoi. C'est ça. Donc au bout d'un moment, il faut faire appel à un professionnel, c'est tout. Et ici, il y a un travail clairement à faire, notamment par rapport à cette jeunesse relationnelle, hein, finalement, que chacun a eue. Il y a un travail aussi à faire sur les besoins. Bon, j'en parle pas souvent, mais il y a un vrai travail sur les besoins à faire. Ne serait-ce déjà que pour prendre conscience qu'on a des besoins. Ok, ben on abordera peut-être ça dans notre prochaine entrevue, en tout cas dans la deuxième partie. Mais il faut quand même aller voir un professionnel parce que en fait, et pas uniquement pour la question de l'évitement ou pas, c'est que des fois quand on est pris dans des guerres émotionnelles, on fait plus la part des choses entre ce que l'autre peut nous apporter réellement en termes d'aide et ce qu'il veut pour lui-même en quelque sorte, pour que la relation s'arrange ou que ça aille mieux entre eux. Donc c'est très compliqué souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent aller voir quelqu'un. Quand je dis aller voir quelqu'un, c'est pas spécialement moi, évidemment, que les choses soient claires, mais Oui. il faut quand même aller voir quelqu'un qui peut dépatouiller tout ça. Oui, mais Arnaud, on a quand même remarqué que sur cette question, enfin en tout cas, j'ai remarqué, je suppose que toi aussi, je ne sais pas si je crois que je suis celui qui a décortiqué le plus d'études sur la question, mais en tout cas, j'ai quand même remarqué qu'il y a beaucoup de psychologues standards qui connaissent pas très bien ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont étudié certainement, ça faisait partie de leur cursus, Oui, ça fait partie de leur cursus. mais j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas nécessairement poussé cette question suffisamment loin que pour vraiment pouvoir prétendre gérer des problématiques liées à cela. Je m'explique. En fait, bon, toi, tu es psychologue clinicien, tu es thérapeute de couple, et en plus, tu es un spécialiste de l'évolution du couple. Donc, tu as 3 éléments qui sont fondamentaux pour gérer, si tu veux, ce genre de problématique. En plus, tu connais très très bien la théorie de l'attachement. Donc, quel genre de coach ou de thérapeute peut-on aller voir justement lorsque ces problèmes se posent et que les partenaires sont dans cette détresse? Déjà, tu ne recommandes pas de forcer l'évitant. C'est-à-dire que si l'évitant, clairement, ne montre aucune motivation, c'est certain que ça va vers l'échec. Oui, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Je veux dire, si son partenaire ou les gens qui sont autour lui demandent d'aller voir quelqu'un pour arrêter de fumer ou même de boire, par exemple, en général, ça ne porte pas. C'est fou parce que la question du mandat est extrêmement importante. Qu'est-ce que tu entends par le mandat? C'est-à-dire qui vient te voir? Au nom de quelle motivation? Au nom de qui on vient vous voir, hein. C'est ça la vraie question. Hein. Est-ce que c'est vous qui venez pour vous-même ou c'est votre femme qui vous envoie? Est-ce que c'est l'école qui vous envoie? Est-ce que c'est je sais pas qui vous envoie? C'est ça. C'est pas du tout la même motivation que quand j'y vais en me disant bon là je sens qu'il y a un problème, donc je prends conscience de quelque chose et je vais aller voir. Hein, c'est pas du tout la même perspective. Et donc évidemment que ça joue énormément sur la motivation et donc sur l'état d'avancement sur une problématique. C'est ça. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que l'évitant doit avoir un minimum de motivation. Oui, mais pour ça même s'il a peur. Ça c'est sûr. Et puis surtout, il viendra vous voir à partir du moment où il estimera effectivement que peut-être il a un problème. Mais le problème pour l'évitant, c'est que lui n'a pas de problème. C'est ça. Il ne reconnaît pas Il ne le voit pas. Oui. Et c'est souvent lorsqu'il y a des séparations ou lorsqu'il y a des grosses crises qu'au bout d'un moment, on se dit je vais quand même aller voir. Mais toujours pas convaincu qu'il y a un problème. Et pense toujours que le problème c'est ailleurs en fait. Mais parce qu'il a grandi comme ça. Le problème c'est jamais lui puisque lui a toujours tout fait pour que tout se passe bien.
C'est ça. Donc, comme il a toujours mis tout en place pour que tout se passe bien et que finalement c'est confirmé auprès de ses amitiés, hein, je veux dire, où il est avec son fossel, donc il correspond toujours aux attentes, plus ou moins. Ça s'est passé avec ses parents aussi d'une certaine manière. Hein. C'est un enfant qui a bien réussi, qui a été autonome et tout ça. Donc, il comprend pas en fait pourquoi est-ce que il devrait se retrouver à être responsabilisé de quoi que ce soit. Tout marche bien, tous les signes montrent effectivement qu'il fonctionne bien. Il comprend pas en fait qu'en relation, il va se retrouver face à quelqu'un qui a un autre modus operandi et qui a développé des relations complètement différentes avec ses parents, où il a pu exprimer ses besoins, où il a pu rentrer, comment dire, en conflit avec ses parents, où il a pu se sentir suffisamment en sécurité que pour faire part de ses désaccords sans rentrer dans des guerres interminables, hein, et que la dispute n'était pas forcément quelque chose de négatif, parce que ça pouvait faire évoluer les avis sur une question de part et d'autre. Donc en fait, l'être relationnel est déjà habitué à ça, c'est sa vie. Pour lui, ça c'est normal. Mais pas pour l'évitant. L'évitant ne sait pas que ça existe. Oui. Il le voit de loin, et quand il voit ça de loin, pour lui, il y a quelque chose qui est de l'ordre où il doit faire du mimétisme. C'est ça, en fait, du mimétisme, pourquoi? Pour dire, bon, ben, Je suis normal. c'est normal, quoi. Je peux faire aussi ça, je suis capable de faire ça. Mais en réalité, c'est jamais profond. Parce que pour faire l'expérience, pour aller en profondeur, il faut faire l'expérience réelle. C'est-à-dire qu'il faut sentir avec tous ses sens. Alors Arnaud, ici, une question un peu difficile. Et tu sais que j'aime les questions difficiles. Oui. C'est pas pour t'embêter. Mais tu peux m'embêter, hein, moi Ouais, j'aime je bien sais. ça. Comment est-ce que tu distingues finalement deux manières d'être en relation qui sont axiologiquement neutres, similaires, et une manière d'être en relation et une manière qui n'est pas en fait d'être en relation? C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, on a quand même, dans un monde un peu postmoderne où chacun veut s'inventer sa propre réalité, l'évitant qui vient, ou même un autre profil, hein, ou n'importe qui vient te dire, mais c'est ma manière à moi d'être en relation. On peut comprendre, mais à ce moment-là, sur base de quoi tu lui dirais, ben ça c'est pas une relation en fait. C'est pas une manière d'être en relation. Donc c'est pas juste que tu es face à des gens qui ont une autre manière d'être en relation. Ta manière de vouloir être en relation, c'est pas une relation en fait. Et ça, si tu veux, on a deux approches possibles. Soit au nom de l'empathie, du discours, comment dirais-je, du non-jugement, de la communication non violente. Alors non pas que je méprise ces choses-là, mais à un moment donné, il faut nommer les choses. Et si on ne nomme pas les choses, à un moment donné, ben on peut pas traiter la chose. C'est comme si quelqu'un a un cancer, et moi je vais te dire non mais t'inquiète pas, t'as un simple rhume. Ça ne veut pas dire que l'évitant a un cancer, mais je veux dire que si on diagnostique mal, on peut pas traiter correctement non plus le problème. Tu vois ? Quand à un moment donné, on voit le nombre de problèmes que cela génère avec les partenaires qui viennent nous voir en détresse, des situations dramatiques, comment se fait-il qu'on ne prenne pas suffisamment en considération, non pas ce qu'on appelle les différences individuelles d'être en relation, mais les différences structurelles que tu viens d'ailleurs de brillamment évoquer, c'est-à-dire la différence entre un lien et une relation. Si on veut un lien, c'est pas la peine, en fait, si tu veux, de poser la question de savoir qu'est-ce que la réciprocité, l'interdépendance, les besoins. Tout ça ne se pose pas, en fait, dans un lien. Mais ça se pose en relation. Puisqu'à un moment donné, ben, en relation, inévitablement, l'autre, vous êtes dans une forme on mène nos besoins dans les mains l'un de l'autre. Donc, il y a inévitablement une série de conséquences. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui viennent te dire, mais finalement, non, mais moi, j'ai ma manière à moi d'être en relation, c'est juste une autre manière, il faut pas me juger, il faut m'accepter tel quel, en fait. Alors, j'en parle comment, en tant que professionnel ou en tant Non, mais parce que tu as une casquette différente aussi. Parce que non seulement tu es psychologue clinicien, donc ça, tu as ta méthode de psychologue clinicien, mais tu es quelqu'un qui a observé l'évolution du couple. Tu as étudié l'évolution du couple. Ça a été je pense, ton travail même de fin d'études. Aujourd'hui, tout le monde invoque le droit. J'ai mon droit, c'est ma liberté, c'est mon droit, c'est ma liberté, je fais ce que je veux. Et finalement, ben, chacun vient avec quelque chose, mais il faut quand même nommer ce que c'est. C'est-à-dire, en fait, si à un moment donné, c'est un lien et c'est pas clair pour l'autre, ben, il faudrait peut-être clarifier les choses. Donc, comment tu fais quand quelqu'un vient te dire, mais c'est ma manière à moi d'être en relation? Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Une fois de plus, moi je rappelle toujours les bases d'une relation. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais pour moi, ça change pas grand-chose. C'est ça. Voilà. Donc tu définis quand même la relation. Mais bien sûr. Tu dis pas la relation, c'est ce que toi tu as envie qu'une relation soit. Non, ça je veux Ok. dire, non, la personne peut vouloir être en C'est ça. relation comme ça, mais donc il doit accepter. En fait, le problème, c'est pas tant le fait d'exprimer le type de relation qu'on veut, c'est d'accepter les conséquences. C'est ça. En fait, le problème, c'est que souvent, ça va pas te faire. C'est que je veux une relation comme ça, mais je veux une relation comme ça que je vais t'imposer. C'est ça. Le problème, il est là. C'est pas le fait qu'on veut une relation comme ceci ou comme cela, mais accepter que si on veut ce type de relation-là, ben normalement, les conséquences, ça sera plutôt ceci ou cela. On ne pourra pas construire un édifice solide, des assises solides. Ben, c'est possible aussi. Si on est en relation de loin, donc on est en lien de loin, ben effectivement, il y a rien qui va se construire. Il faut juste accepter la conséquence. Et si on accepte la conséquence, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas la conséquence. On est dans une société où on a très difficile avec les conséquences. On veut aller à tout bout de champ, dans tous les sens, mais après, on accepte que très rarement les conséquences. J'ai envie, mais je veux pas entendre parler des conséquences. Ah oui, pour moi, c'est en fait, j'ai envie, et en fait, je dois essayer de faire en sorte que l'autre suive mon envie. C'est ça. Voilà. Et l'imposer à l'autre. C'est ça. Voilà. Et comment dire, mais par contre, si l'autre dit, ben, moi, je me retire du game, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas, ben ça, c'est difficile à accepter. Si tu ne l'acceptes pas, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Or, ça n'a strictement rien à voir. Ou alors qu'on est incompatible. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est incompatible. Mais on a souvent ça avec les débutants qui vont dire, voilà, intensité. En fait, tout ce qui va être différent de ce qu'ils ont eu dans le type de relation qu'ils ont développé étant petits avec eux-mêmes et avec leurs parents, ils vont tout de suite donner une attribution négative en général, une attribution de lourdeur, et en fin de compte, dire ben, on n'est pas compatible. C'est ça. Mais c'est aussi une forme d'évitement, ça, hein, tu sais. Oui, mais on n'est pas compatible, et à juste titre, je dirais. Oui, oui. Parce que si on veut rester dans quelque chose qui n'est pas une relation, et que l'autre veut maintenir coûte que coûte la dimension relationnelle classique, ben, au bout d'un moment, ça n'ira pas. Donc, ça veut dire que on est obligé de se retrouver avec quelqu'un, mais qui n'est pas en relation avec nous. Mais en même temps, ça ne les intéresse pas. Oui, mais c'est ce que moi j'appelle en fait ici, et on pourra peut-être en discuter, c'est la distinction entre l'incompatibilité individuelle et l'incompatibilité structurelle. C'est-à-dire en fait, par exemple, ce que toi tu as distingué entre lien et relation, c'est comment dirais-je, quelqu'un qui veut être en lien face à quelqu'un qui veut être en relation, il y a une incompatibilité structurelle. Imaginons par exemple que Arnaud veuille d'une relation et Claudine veuille d'un lien. On a deux manières de voir la chose. Soit on dit Claudine n'est pas compatible avec Arnaud, soit on dit ce que Claudine désire, ça veut dire un lien, n'est pas compatible structurellement avec une relation. Le problème, c'est que si on dit ça, ben, on interroge finalement le décalage qu'il y a entre ce que Claudine désire et ce qu'elle met en place. C'est-à-dire que Claudine devient plus responsable du problème, et là, c'est plus une incompatibilité individuelle, parce que l'incompatibilité individuelle, elle a cela de convénient qu'elle ne met jamais le sujet, le sujet n'est jamais responsable. Le problème, c'est juste l'incompatibilité de ce qui est autour de lui. Donc le sujet n'est jamais questionné dans l'incompatibilité individuelle. Tu vois ? Oui. Voilà, c'est toujours l'idée de la chaussure. Si je trouve pas chaussure à mon pied, mais si à un moment donné, le pied en tant que tel n'est jamais interrogé, et je pense que sur la question de l'évitement, on a cette problématique fondamentale, c'est-à-dire qu'en fait, dans quelle mesure justement, un évitant qui ne dit pas qu'il veut être en lien, qui veut finalement de la chaleur relationnelle, mais qui n'accepte pas les conséquences finalement de la relation, et qui n'arrête pas de penser qu'il y a une incompatibilité individuelle, ne passe pas à chaque fois à côté du problème. C'est-à-dire, en fait, il y a un moment donné où il faut comprendre que ce qu'il met en place n'est pas compatible avec la structure d'une relation. Oui, mais alors là, en général, il y a quand même des comment dire, des personnes aux attachements évitants qui s'en rendent compte, mais ils s'en rendent compte en général très tard. C'est ça. Plus tard, quand ils sont 45 ans, 50 ans. Plus, des fois bien plus. Des fois même plus tard des encore. fois bien plus, mais parce qu'en fait, c'est les expériences, la répétition des expériences qui fait qu'au bout d'un moment... Ils se disent, ça peut pas être toujours les autres, quoi. Voilà, je suis peut-être le dénominateur commun avec ce que j'ai vécu, mais voilà, il y a un dénominateur commun, et ça peut être une partie clairement moi. Bon. Ok. Et à ce moment-là, effectivement, on peut se poser des questions, on entend un truc, un ami qui voit quelque chose, qui vient nous renvoyer quelque chose, et là, on est déjà beaucoup plus à l'écoute parce que on a déjà beaucoup d'expérience sur ce plan-là. Et donc, mais a priori,
enfin, d'une certaine manière, l'évitant ne peut pas s'en rendre compte. C'est très rare que des évitants s'en rendent compte jeunes. Déjà, se rendre compte qu'on est évitant jeune, c'est très compliqué. Mhm. Et puis, en général, si on dit à un évitant, tiens, t'es peut-être évitant, ça sera toujours diminué. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Euh, On est tous différents, on est tous des individus. Oui, et ça, c'est, Mhm. comment dire, parce qu'il n'y a pas une véritable... Et c'est pour ça que je dis, Mhm. il n'y a pas une véritable prise de conscience, en fait, de l'état dans lequel ils ont grandi. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, en réalité. Ouais, c'est ça. En réalité, d'une certaine manière, ils ont été choyés. Mhm. Donc il se dit, attends, moi je viens pas d'une famille où on a eu de la violence, on m'a toujours accompagné pour aller faire mes activités à gauche, à droite, on était présent, mais on était toujours présent, mais jamais présent émotionnellement parlant. C'est ça. Il n'y a jamais eu de vraie discussion, il n'y a jamais eu de partage de cœur, et donc pour eux, ils ont compris ça comme étant la normalité. Tout à fait. Donc en général, quand ils vont voir quelqu'un qui se retrouve en relation, en véritable relation, avec une vraie chaleur et tout, ils sont souvent attirés par ça. Ils sont attirés par ça, en même temps, ça leur fait peur. Hein. J'aimerais bien ça, mais j'ai peur de me brûler quand même. C'est ça. Voilà. Et donc, voilà, il faut du temps. Souvent du temps et souvent une capacité introspective. Le problème, c'est que la dimension introspective n'a pas été exercée dès le plus jeune âge. Donc, si papa m'enguirlande, il me punit, je vais dans ma chambre, j'ai le temps de réfléchir. Mhm. Pourquoi il m'a enguirlandé, c'est pas juste et tout. Et puis après tout, je me dis, bon, j'arrête de pleurer, je me dis, bon, quand même, là, j'ai quand même déconné. J'ai tapé ma main dans le pot de peinture ou de confiture, et j'en ai tapé sur les murs. Et je peux dire, bon, ok, l'expérience que j'ai vécue en me faisant enguirlander n'est vraiment pas chouette. Oui, oui. Et en même temps, je suis obligé d'admettre effectivement que papa n'a pas tort dans le fait qu'il me gronde comme ça. Ouais. Mais ça, déjà, c'est un exercice d'introspection. C'est ça. Mais si en fait je fais tout parfaitement pour que ces situations n'arrivent jamais, ben, ça veut dire en fait que j'ai fermé la possibilité d'introspection. Et là, on explique pourquoi les partenaires d'évitant se sentent, on va dire, incompris, sentent ce malaise en fait diffus qu'ils n'arrivent pas à nommer. Exactement. Mhm. Ça explique ça. Je pense qu'on a donné pas mal de clés de compréhension à pas mal de gens, je pense, avec cette entrevue. C'était un plaisir en tout cas de te recevoir, Arnaud. Merci beaucoup, c'est toujours Et ça. à une prochaine émission alors. À une prochaine émission. Ouais. Merci beaucoup Arnaud. Salut. Au revoir. Au revoir.